toutes et à tous, c'est Kim Garros qui vous parle. Pour les passionnés d'EBP ou simples curieux, et parce qu'il ne devrait pas être difficile de se tenir au courant des dernières avancées scientifiques, Physio Network France et l'agence EBP vous offrent ce podcast. Dans cette parution de novembre, nous avons choisi l'analyse de Jared Powell, intitulée « L'exercice est aussi efficace que la chirurgie pour améliorer la qualité de vie, l'invalidité et la douleur dans les déchirures de la coiffe des rotateurs importantes à massive, une revue systématique et méta-analyse ». Il y a 3 points clés à retenir pour cet article. Premier point clé. La rééducation par l'exercice pour les déchirures de la coiffe des rotateurs importantes à massive est aussi efficace que la réparation chirurgicale. Deuxième point. Les caractéristiques spécifiques d'un programme d'exercice efficace restent floues en raison d'une mauvaise description des interventions par l'exercice. Et troisième point, la chirurgie peut être une option secondaire viable pour ceux qui ne progressent pas avec la rééducation basée sur l'exercice pour les déchirures importantes ou massives des tendons de la coiffe des rotateurs. Quel a été le contexte et les objectifs ? Les déchirures des tendons de la coiffe des rotateurs, ou Rotator Cuff Tendon Tear, RCTT, sont courantes et le deviennent davantage avec l'âge. Se référer au premier article cité à la fin de ce podcast. C'est quasiment un fait sans controverse. Ce qui est moins clair, c'est la relation entre les RCTT et l'expérience de la douleur. Le consensus actuel est que les RCTT, petites à moyennes, sont souvent asymptomatiques, mais les RCTT importantes à massives sont souvent plus associées à des douleurs de l'épaule. Une RCTT importante est une déchirure qui mesure entre 3 et 5 cm. Une RCTT massive est un peu plus difficile à définir. Certains disent qu'il s'agit d'une déchirure importante, mesurant plus de 5 cm. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'une déchirure transfixiante, c'est-à-dire sur toute l'épaisseur, affectant 2 tendons ou plus, tandis qu'une récente enquête Delphi a suggéré qu'il s'agit d'une déchirure qui expose plus des 2/3 de la grosse tubérosité et qui s'est rétractée médialement par rapport au bourrelet glénoïdien. Se référer au deuxième article cité à la fin de ce podcast. Quelle que soit leur définition, nous avons besoin de traitements efficaces pour ces déchirures importantes car elles peuvent être invalidantes. Cette revue systématique visait à comparer l'efficacité de la chirurgie par rapport à l'exercice sur la qualité de vie, l'invalidité et la douleur chez les personnes atteintes de RCTT importantes à massive. Voyons ensemble la méthodologie utilisée. Cette étude était composée d'une revue systématique et d'une méta-analyse d'essais randomisés contrôlés, ECR, conformément aux recommandations PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. La revue a été préenregistrée sur Prospero. Il y avait 3 critères d'inclusion. Ce devait être 1. Des essais randomisés contrôlés. La population devait être adulte, c'est-à-dire 18 ans et plus. Et enfin, les ECR comparaient les interventions chirurgicales et non chirurgicales. Les critères d'exclusion étaient les suivants. Les déchirures de tendons ou fractures traumatiques, signes neurologiques, épaules gelées, instabilité de l'épaule ou pathologies inflammatoires. Toutes les bases de données ont été consultées, et après filtrage du bruit, c'est-à-dire les études inéligibles, seules 5 études ont été incluses dans l'analyse. Alors voyons ensemble les résultats. Voyons ensemble ceux sur la douleur. Tout d'abord, aucune différence significative à 6 mois entre la chirurgie et l'intervention non chirurgicale centrée sur l'exercice. Et enfin, une amélioration significative de la douleur à 12 mois dans le groupe chirurgical par rapport au groupe non chirurgical avec exercice, en dessous de la différence minimale cliniquement importante de 0,5 sur l'EVA. Quels ont été les résultats concernant la fonction ? Il n'y avait aucune différence significative entre la chirurgie et les exercices non chirurgicaux à tous les moments de suivi, et ce, jusqu'à 12 mois. Et enfin, sur le point de la qualité de vie, il n'y avait aucune différence significative entre la chirurgie et les exercices non chirurgicaux à tous les moments de suivi, et ce, jusqu'à 12 mois. Dans l'ensemble, les rapports sur les caractéristiques spécifiques des interventions par l'exercice étaient médiocres, ce qui rendait difficile de tirer des conclusions sur le type d'exercice optimal pour les RCTT importantes à massive. Voyons ensemble les limites. La plus grande limite de cette revue est le nombre d'études incluses, de 5. Ce n'est pas la faute des auteurs, mais cela symbolise le manque de preuves pour cette pathologie. De plus, bon nombre des études incluses incluaient toutes les tailles et configurations de RCTT et pas seulement les RCTT importantes à massive. Pour la plupart des critères de jugement, le niveau de certitude des preuves était faible et c'est une information que nous devrions garder à l'esprit lors de l'interprétation de cette étude. Bien plus de recherche est nécessaire dans ce domaine, cependant, nous pouvons faire quelques déductions prudentes. Voyons ensemble les implications cliniques.
Le message à retenir est que si une personne vient vous voir avec une RCTT importante à massive confirmée par IRM, vous pouvez fournir 2 stratégies de prise en charge basées sur l'épreuve avec une efficacité similaire, l'exercice et la chirurgie. Dans le cadre du paradigme de la prise de décision partagée, vous expliqueriez les 2 traitements en détail, puis laisseriez le patient choisir le traitement qu'il préfère en fonction de sa situation personnelle. Si vous lisez ceci, je suppose que vous n'êtes pas chirurgien, nous nous trompons peut-être, et que vous aurez un penchant modéré pour la rééducation par l'exercice. Cette étude fournit des preuves qui étayent cette prise en charge, mais la faible certitude des preuves ne vous permet pas de dire définitivement que cette approche doit toujours être mise en place par tous. De plus, cette étude ne peut rien vous dire sur les spécificités d'un programme d'exercice efficace. Vous devrez utiliser votre propre raisonnement clinique pour cela. Compte tenu des coûts et des risques associés à la chirurgie sans réel avantage supplémentaire par rapport à l'exercice, la conclusion sensée de cette étude devrait être d'essayer d'abord la rééducation par l'exercice pendant quelques mois, et si le patient ne s'améliore pas suffisamment, en ce qui concerne ses attentes et ses besoins, alors la chirurgie est une seconde option viable. Rappelez-vous cependant que la chirurgie ne devient pas comme par magie une intervention efficace après qu'une personne n'a pas suffisamment récupéré après l'exercice. Il existe de nombreux problèmes bien documentés associés à la chirurgie dans les RCTT massives, comme une mauvaise cicatrisation et des taux de récidive élevés. Se référer au 2e article. Le message à retenir est de ne pas s'alarmer lorsqu'il est observé à l'IRM une RCTT massive. Les personnes atteintes de ces déchirures peuvent être traitées avec succès par de simples exercices progressifs, des conseils et une éducation appropriée. 2 articles ont été cités, les voici. Le premier, Teunis, Luberts, Reilly, Ring, 2014, A Systematic Review and Pooled Analysis of the Prevalence of Rotator Cuff Diseases with Increasing Age, dans le journal Shoulder Elbow Surgery. Et le 2e article, Schumacher, Kovacevic, Schmidt, Green, Rokito, Robin, Grow, 2020, Defining Massive Rotator Cuff Tears, a Delphi Consensus Study, dans le journal Shoulder Elbow Surgery. Nous espérons que vous avez trouvé cet article intéressant et utile dans votre mise en pratique clinique, et j'espère vous retrouver le mois prochain.